Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous voici ce soir encore en direct d'une capitale étrangère, toujours sur les marches du pape, mais cette fois-ci à rebours. Après Varsovie, en effet, Rome. Rome parce que viennent de s'y dérouler des élections capitales pour l'avenir du pays, des élections législatives anticipées. Et vous savez que c'est un choix des responsables de l'information d'Antenne 2 d'essayer d'ouvrir un petit peu les frontières, de comparer les expériences des uns et des autres et d'éviter la tentation du chacun pour soi, chacun chez soi. Alors, en 2 mois, le journal de 20 heures s'est posé successivement chez nos 2 plus puissants voisins, à Hambourg, puis à Londres, récemment chez le tout petit dernier de la communauté européenne, la Grèce, et donc ce soir en Italie. L'Italie qui nous regarde, vous savez, avec toujours beaucoup de sympathie, car très nombreux sont les Italiens qui regardent Antenne 2 chaque soir, et un pays que nous regardons nous-mêmes de notre côté avec beaucoup d'amitié, mais parfois un petit peu de commisération. Nous disons, ces pauvres Italiens, ils ne sont même pas gouvernés, c'est un pays qui va à la dérive. Alors, nous allons essayer ce soir de regarder les choses sans complaisance, sans indulgence, mais sans commisération non plus. D'abord, l'Italie ingouvernable, c'est malheureusement vrai, et ça l'est davantage encore depuis que nous connaissons le verdict des urnes, verdict qui vient d'être officiellement traduit il y a quelques heures à peine. Alors je vous communique les chiffres que je viens de recevoir. La démocratie chrétienne, à 38,3%, elle perd 1,5%, elle perd un siège. Le Parti communiste, 30,4%, il perd 4%, 26 sièges en tout. Le Parti socialiste, 9,8%, il augmente son capital de 0,2%. Le Parti radical, c'est la grosse surprise, 3,5%. Il multiplie son score par 3, il arrive à 24 sièges. Enfin, le MSI, le mouvement d'extrême droite, perd 5 députés, il est à peu près à 5,3%. Alors voilà les chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire à la lecture de ces chiffres, Victor Vraiment? Le fait le plus significatif, c'est évidemment la chute, la défaite du Parti communiste italien. C'est d'autant plus étonnant que depuis la libération, les communistes ont toujours progressé lors des élections. C'est pas une déroute quand même, puisqu'il reste à un peu plus de 30%. Oui, et le Parti communiste italien pourra toujours prétendre participer au pouvoir avec la démocratie chrétienne. Alors la démocratie chrétienne, très grande stabilité du corps électoral, ce qui est d'ailleurs quand même étonnant, parce que après 30 ans de gouvernement démocrate chrétien, les Italiens, presque par un réflexe conditionné, continuent de donner 38 ou 40% à la démocratie chrétienne. Malgré les problèmes divers. Du côté des petits partis, pas de grands changements? Il y a un fait tout de même étonnant, c'est la victoire des sociodémocrates. Je dis étonnant parce que l'ancien secrétaire de ce petit parti est en prison actuellement, il s'appelle Thanassi et il a été ministre de la Défense pendant l'affaire Lockheed. Succès également, mais qui était quand même attendu, du petit parti radical. Le danger, c'est que ce petit parti, qui était un mouvement contestataire, devient un parti politicien au même titre que les autres. Eh bien, tout cela, nous le développerons tout à l'heure dans une dizaine de minutes en images, avec des enquêtes, des reportages sur place, avec également un débat qui opposera les différents protagonistes de cet échiquier politique. Et le temps que Léon Zitrone vous développe les nouvelles parisiennes, françaises et internationales, nous allons quitter le Quirinal où nous sommes pour nous rendre au ministère de l'Intérieur. À tout à l'heure. Bien, je vous rendrai, Patrick Poirot, d'avoir l'antenne tout à l'heure pour que vous puissiez continuer ce journal en direct de Rome. À quelques jours des élections européennes, une vive controverse a surgi entre l'Europe occidentale et les États-Unis. Principale raison, les questions d'énergie. Nous allons en parler tout au long de ce journal. Au moment même où l'Europe est placée face à la pénurie possible de pétrole, l'Amérique offre une subvention spéciale à ses propres importateurs. M. François Poncet, ministre français des Affaires étrangères, a demandé hier au président Carter d'annuler ces subventions, sinon l'Europe serait dans une situation difficile, elle qui ne subventionne pas ses importateurs, refus de M. Carter. Demain à la Maison-Blanche, visite du chancelier allemand Helmut Schmidt, tandis que M. François Poncet, de retour à Paris, verra son homologue allemand, M. Genscher. En un mot, ça bouge. Donc, il a été naturellement question d'énergie au cours de l'entretien que le président Giscard d'Estaing a eu aujourd'hui avec Mme Margaret Thatcher, qui accomplit en France son premier voyage officiel depuis qu'elle est chef du gouvernement britannique. Après le tête-à-tête, les conversations élargies, le déjeuner à l'Élysée et une déclaration au micro, Mme Thatcher s'est rendue, comme elle l'avait demandé, à l'usine nucléaire de Tricastin. Pour sa première visite officielle à l'étranger depuis qu'elle est devenue Premier ministre, Margaret Thatcher avait l'air très satisfaite de ses entretiens avec Valéry Giscard d'Estaing, président français mais aussi président en exercice du Conseil européen.
J'ai clairement dit au président, a déclaré Mme Thatcher, que je tenais beaucoup à maintenir d'excellentes relations avec la France et à les améliorer sans cesse. J'ai également clairement dit que nous étions très attachés à l'idée européenne. Les entretiens ont porté également sur l'Afrique, en particulier la Rhodésie, sur la défense et surtout sur l'énergie. Mme Thatcher, qui a visité cet après-midi l'usine d'enrichissement d'uranium de Tricastin, a affirmé que la France, premier pays européen à lancer un programme nucléaire, aiderait énormément ses voisins à surmonter la crise du pétrole. Je reviens à l'entretien de M. François Poncet avec le président Carter. Le ministre, qui sera l'invité d'Antenne 2 demain à 20 h, nous en parlera en détail, mais on sait déjà que selon le président Carter, les États-Unis, de leur côté, sont déçus devant ce qu'ils appellent le manque de soutien de la France au processus de paix engagé au Proche-Orient. Alors Paul Nahan, ombre passagère ou désaccord profond? Oui, on a réellement l'impression, après une très longue lune de miel dans les rapports entre la France et les États-Unis, on a l'impression que les deux pays sont entrés, si vous voulez, maintenant dans une phase de désaccord profond. Désaccord qui porte, vous le savez, sur les problèmes de l'énergie, sur les problèmes du pétrole en particulier. Hier, l'entretien entre M. Jean-François Poncet et le président Carter a duré à peine un quart d'heure et Jimmy Carter a expliqué et même justifié sa subvention de 5 $ par baril de pétrole importé aux États-Unis. Mais surtout, il semble que les États-Unis aient ouvertement reproché aux Français et aux Européens, pourquoi pas, leur hostilité systématique à leur politique de paix américaine au Proche-Orient. C'est vrai que la France, et vous le savez, a notamment toujours critiqué sévèrement les efforts de Washington au Proche-Orient, et l'argument des Français a toujours été de dire il ne peut pas y avoir de règlement global, il ne peut y avoir que de règlement global, et non partiel, comme est en train de le faire depuis très longtemps Washington, notamment après la rencontre Sadat-Begin. Les Américains accusent en fait les Européens, si vous voulez, d'isoler le président Sadat dans le Moyen-Orient et dans le monde, ce qui est très grave à leurs yeux, et en plus on sent ressurgir, si vous voulez, Léon, une sorte de politique impérialiste des Américains, à savoir, messieurs les Européens, suivez-nous, suivez notre politique, les yeux fermés. Enfin, cette décision sur le pétrole prise sans concertation avec les Européens n'est pas la conséquence d'un simple geste, d'un simple sentiment de mauvaise humeur. Non, elle ne s'explique pas que pour des raisons de mauvaise humeur ou par de la rancune de la part des Américains à l'égard des Européens et des Français. Le président Carter doit tenir compte aussi de son opinion publique intérieure, sa cote de popularité est au plus basse aussi. Et l'hiver aux États-Unis l'hiver prochain aux États-Unis sera rude et surtout à partir de septembre prochain, commencent aux États-Unis les premières primaires, les premières élections pour l'élection de 1981, les présidentielles de 81, et le président Carter compte bien se représenter à la candidature à la Maison-Blanche. Mais l'Américain moyen que représente pour lui l'Europe a-t-il seulement conscience de nos difficultés? C'est l'un des thèmes de l'enquête menée par notre représentant permanent à Washington, Jacques Segui, dans le reportage que je vous invite à suivre. C'était le 30 avril 1789 et c'est ici que le premier président des États-Unis, George Washington, allait prêter serment. Aujourd'hui, les petits touristes américains ne manquent jamais ce détour historique. Que leur pays soit une fédération d'États ne les étonne pas. Mais, quand on leur parle de l'Europe, qu'en disent-ils? Jeff, qui a 10 ans, connaît Francfort, Paris, et il pense que l'Europe, c'est plus grand que les États-Unis. Et cette approche assez vague de notre continent est à mettre en parallèle avec le détachement des hommes politiques. Les hommes politiques américains, est-ce qu'ils croient à la construction de cette Europe? Ils sont un petit peu sceptiques, je dirais. Ils y croient en principe, mais ils veulent voir que vraiment ça se fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est maintenant 30 ans après la Deuxième Guerre. Et après tout, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on parle toujours de la construction de l'Europe. Mais l'Europe a énormément de difficultés à se mettre ensemble. Peut-on être européen? À cette question, les Américains des milieux d'affaires répondent oui, mais, ajoute-t-il, ne vous faites pas d'illusions. Nous attendons de cette Europe qu'elle soit d'abord un partenaire, peut-être un concurrent, mais surtout qu'elle représente une force véritable. Je crois qu'ils souhaiteraient beaucoup avoir un partenaire, quelque chose qui soit à leur taille et qui permette d'avoir 3 grandes puissances dans le monde. Mais à l'heure actuelle, il faut reconnaître que les Européens n'ont pas fait preuve d'une très grande volonté de créer l'Europe, ce qui, aux yeux des Américains, doit prendre 2 formes. D'une part, une monnaie commune, parce qu'en réalité, le grand ciment des États-Unis, c'est le dollar. S'il y avait 50 monnaies différentes dans les 50 États, il n'y aurait pas d'États-Unis. Et d'autre part, un gouvernement fédéral dans le genre de celui de Washington. Un parlement commun et une monnaie commune, 2 éléments qui sont déjà en place, qui pourraient modifier les rapports entre l'Europe et les États-Unis. Et une évolution à laquelle les milieux d'affaires américains sont favorables, certes, mais
en posant aussi cette question: quelle Europe nous prépare-t-on? M. Mitterrand, au cours d'une conférence de presse, a déploré la faiblesse de l'Europe devant les États-Unis. Il aurait voulu que M. François Poncet s'exprimât au nom de l'Europe dans son ensemble et non pas qu'il y eût à Washington des porte-paroles successifs. M. Mitterrand a regretté le manque de concertation, a-t-il dit, au sein de l'Europe, une Europe qu'il aurait voulu cohérente et homogène pour discuter d'égal à égal avec Washington. Il avait auparavant présenté le comité national de soutien à la liste socialiste pour l'élection européenne de dimanche, et parmi les membres de ce comité, des personnalités du monde des arts, des lettres, du spectacle et de la politique. Vous reconnaîtrez sur ces images Annie Girardot et Charles Tillon, anciens dirigeants communistes, à côté de M. Mitterrand. Voici donc un extrait de sa conférence de presse. Donc nous réclamons plus d'Europe dans ce domaine, et non pas moins. Que le président Carter ait reçu un quart d'heure seulement le ministre des Affaires étrangères français, j'ai écouté cette nouvelle comme cela, je dois dire qu'elle m'a fait mal au cœur. Elle m'a fait mal au cœur. C'est vraiment un type de relation comme s'il existait ici une puissance souveraine et là des clients. C'est pas acceptable. Et j'espère bien que ce ne sera pas accepté par le gouvernement français. Alors, j'ai une dépêche AFP qui me dit que M. Giraud, ministre français de l'Industrie chargé des questions d'énergie, a été reçu par M. Schlesinger, secrétaire d'État à l'énergie, c'est-à-dire son homologue américain. Et M. Giraud a été reçu en sa qualité de président en exercice des ministres de la Communauté économique européenne. Il a élevé une protestation auprès de M. Schlesinger à propos de la décision de subvention prise par les États-Unis. Et dans l'entourage du ministre français, on souligne que cette protestation communautaire est importante car c'est la première fois que la CEE manifeste sa solidarité envers les États-Unis sur les problèmes énergétiques. La Commission des finances de l'Assemblée nationale vient d'entendre M. Bourges, ministre de la Défense, et M. Bourges a dit que le niveau technologique de l'armement nucléaire français sera comparable en 1985 aux armements détenus actuellement tant par les Américains que par les Soviétiques. Par ailleurs, pour M. Vivien, président de cette Commission des finances, la protection des populations civiles face aux agressions éventuelles d'une puissance étrangère constitue une préoccupation de cette commission. Alors pour l'un des commissaires, M. Royer, seule une protection minimum de la population peut rendre pleinement crédible notre force nucléaire stratégique. Et par ailleurs, d'après le ministère de l'Équipement, le coût de l'aménagement des caves et des parkings pour en faire des abris convenables représenterait entre 2 et 10% du coût des constructions neuves. Troisième journée du voyage du pape en Pologne. Hier, il y avait décerné à Częstochowa la plus haute distinction du Vatican, la Rose d'Or, au cardinal primat de Pologne, Monseigneur Wyszynski. Demain, il célébrera la messe dans l'ancien camp de concentration d'Auschwitz, et vous la verrez en direct sur Antenne 2 à 16h. Ce sera un reportage émouvant. Aujourd'hui, le pape a passé une matinée moins chargée au monastère de Jasna Góra avant d'assister à la conférence de l'épiscopat polonais. Le résumé de la journée par nos envoyés spéciaux. Après l'accueil triomphal qu'il vient de vivre ces 3 derniers jours dans sa Pologne natale, le pape Jean-Paul II, qui est toujours à Częstochowa, qu'il quittera demain soir pour Cracovie, le pape a eu une journée un peu plus calme, si l'on peut dire, puisqu'il a présidé la conférence extraordinaire des évêques polonais. Il a évoqué avec eux le problème des rapports de l'Église et de l'État. Un peu plus tard, il a prononcé le discours que tout le monde attendait. Une remarque en passant, le service d'ordre, quelque peu anarchique hier, est sérieusement renforcé. L'accès à la tribune papale interdit. Jean-Paul II a donc lancé un appel pressant à la normalisation des rapports entre l'Église et l'État en Pologne sur la base du respect des droits de l'homme et celui de la liberté religieuse, a dit le pape. Mais on a bien compris que même si l'Église est disposée au dialogue avec l'État communiste, elle lui reste opposée sur le fond, aucune réconciliation n'est possible, alors on respecte le statu quo, faute de mieux. La messe à Auschwitz, c'est pour le jeudi 7, je me suis trompé d'un jour. M. Michel Nonden, ambassadeur de France à San Salvador, est rentré ce matin à Paris. Durant 4 semaines, il a été l'otage dans son ambassade, avec 5 de ses collaborateurs, du Bloc populaire révolutionnaire du Salvador. Dès sa descente d'avion à Paris, le diplomate français apparemment reposé, accompagné de son épouse et de M. Cuvillier du Quai d'Orsay, négociateur français à San Salvador, a été accueilli par le docteur Durper,
médecin au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur paraissait détendu et soulagé, naturellement, après les 5 semaines difficiles qu'il a vécues là-bas. En Corse, avant l'ouverture le jeudi 14 juin, devant la Cour de sûreté de l'État, du procès de 21 militants du Front de libération de la Corse, le ton monte, manifestation de soutien à Bastia aux emprisonnés et surtout des heurts violents à Ajaccio entre jeunes manifestants et des CRS. Il y a eu plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre. Des affrontements d'une extrême violence en effet hier soir à Ajaccio. 200 jeunes gens, armés de barres de fer et de fusils de chasse, ont attaqué le cantonnement d'une compagnie de CRS en plein centre de la ville. Les manifestants, comme ils l'avaient fait 24 heures auparavant, ont lancé des cocktails Molotov et tiré en direction des CRS. L'affrontement a duré plusieurs heures, il a fallu l'intervention des gardes mobiles pour disperser les assaillants. Bilan, 2 CRS et 2 gardes mobiles blessés et une dizaine de jeunes gens interpellés, puis relâchés dans la nuit. Cet affrontement, semble-t-il, est l'aboutissement d'un incident survenu il y a quelques jours. Un CRS avait été pris à partie par plusieurs jeunes gens à la sortie d'un cinéma et dimanche soir, des CRS en civil reconnaissaient dans ce café l'auteur de cette agression. L'interpellation avait alors donné lieu à une première échauffourée. Après ces incidents, le climat risque de s'alourdir d'ici le 14 juin, date du procès devant la Cour de sûreté de l'État de 21 membres du Front de libération de la Corse. Tennis international de France à Roland-Garros, ce doit Björn Borg a éliminé en quart de finale le Chilien Geldmeister en 3-7, 6-4, 6-1, 7-5. D'autre part, Gerulaitis a battu l'Espagnol Higueras en 4-7. Et ce matin, l'Argentin Villas avait battu l'Américain Mayer en 5-7. Le temps demain ne s'améliorera pas beaucoup, il sera couvert avec des orages, mais l'heure est venue de rendre l'antenne maintenant à Patrick Poivre d'Arvor. Attention à vous, Rome. À vous. Eh bien, nous voici donc à Rome. Nous avons eu le temps de quitter le Quirinal, c'est-à-dire la présidence de la République, pour nous rendre au ministère de l'Intérieur, l'endroit où sont comptabilisés tous les résultats. Derrière moi, vous le voyez, dans une ambiance assez fébrile. Il faut dire aussi que c'est l'un des endroits les plus protégés du monde. Il faut montrer patte blanche pour y accéder. On a évidemment toujours peur ici à Rome du terrorisme. Alors je veux dire que tous mes confrères italiens s'interrogent un petit peu sur la portée de ce scrutin d'hier et d'avant-hier. Il Messaggero par exemple se contente simplement d'annoncer les résultats sans titre explicatif. Paese Serra, qui est assez proche du Parti communiste, se contente de dire voici quelle est la couleur du nouveau Parlement, sans explication non plus. La Repubblica voit la victoire du centre à travers ces élections. On peut en discuter, on va en discuter d'ailleurs tout à l'heure. Et enfin, Il Popolo, qui est l'organe de la démocratie chrétienne, se contente de donner le chiffre qui est assez impressionnant, 14 millions de votants, le chiffre des votants donc pour les démocrates chrétiens. Démocrates chrétiens qui sont représentés d'ailleurs autour de cette table par monsieur Alfredo De Poi, qui est député, qui vient d'être réélu. Monsieur Marco Pannella, qui est à ma droite, est le leader, disons, du Parti radical. Il vient d'être élu également. En revanche, pas de représentants communistes. Ils avaient dit oui et ils ont fini par dire non. On peut peut-être s'étonner de cette absence du Parti communiste aujourd'hui, peut-être justifiée par un chiffre assez médiocre. Alors évidemment, on va essayer de dépasser un petit peu ces considérations de politique intérieure italienne pour vous demander, monsieur De Poi, qui va gouverner après ces nouvelles élections? Je crois qu'il y a eu un renforcement au point de vue de la force de députés du centre, que naturellement la démocratie chrétienne veut maintenir et qui puisse parler avec un parti socialiste auquel nous voulons donner des conditions très favorables. Donc vous voulez plutôt un gouvernement de centre-gauche et pas de soutien communiste? Un gouvernement de centre-gauche, si on peut réutiliser la formule, qui tienne compte des expériences et parfois des amères expériences du centre-gauche. Évidemment, nous sommes les empêcheurs de tourner en rond dans cette situation. On ne se laisse pas trop maintenant prendre par le scénario de cette comédie qui, hélas, n'est pas du tout de l'art, mais qui est une comédie absolument grise. En réalité, les communistes et les démocrates chrétiens se disputent comme des complices autour d'un butin. On dit un butin? Oui. Donc pour vous, c'est blanc bonnet, bonnet blanc? Absolument. Et vous êtes d'accord sur l'OTAN.
vous êtes d'accord sur le nucléaire, vous êtes d'accord sur le concordat entre l'Église et l'État, vous êtes d'accord sur l'ordre public, vous êtes d'accord sur la politique de la justice, et donc votre problème, ainsi que le problème des communistes, c'est au contraire de continuer à faire penser aux Italiens que vous n'êtes pas en accord pour pouvoir occuper toute la scène politique. Je vous propose, avant d'examiner en détail justement ce que seront les problèmes que va rencontrer l'Italie dans les années à venir, de voir à travers l'exemple de Naples ce qu'est l'ingouvernabilité non pas d'un pays mais d'une ville. Vous allez le voir dans ce reportage qu'a réalisé pour nous Patricia Charnelet. À Naples, ville symbole de tous les maux italiens, le Parti radical a choisi de dénoncer le laxisme politique et l'injustice sociale. Avec 50 militants seulement, il réunit ce jour-là près de 7000 personnes sur la grande place des Rois. À la tribune, Maria Antonietta Macciocchi, candidate pour les élections européennes. Il y a 10 ans, elle était députée communiste de Naples. Exclue du parti peu après, elle revient aujourd'hui dans sa ville pour y condamner la gestion. Depuis 3 ans, le Parti communiste est à la tête de la municipalité. Il gère difficilement le déficit chronique de la ville. C'est une bien lourde tâche de régler en quelques mois les problèmes que la démocratie chrétienne a ignorés pendant 30 ans. Mais ici, rien n'a changé, ou presque rien. La grande bataille de la municipalité, rendre la ville propre, ne procure pas d'emploi. On compte toujours 190 000 chômeurs pour une population active de 300 000 personnes. La moitié des habitants vit avec en moyenne 300 francs par mois. Rien n'a changé non plus dans l'intensité des contrastes. Sur les collines, Naples continue à enfanter des quartiers luxueux. Son malheur est aussi grand que sa beauté. Et ce malheur caché à l'intérieur de cette ville que vous filmez, dans son ventre. C'est un malheur qui est au jour le jour, qui est allé sous les journaux, mais auquel tout le monde s'habitue. Ce sont les enfants qui meurent d'épidémie. L'épidémie est endémique. Ce sont les rats qui dévorent une vieille femme ou qui dévorent des enfants. Et donc c'est toujours cet abîme qui est en train de s'autodétruire complètement et en même temps qui résiste dans le ciel, dans la mer, dans la beauté de certains endroits. La spéculation immobilière est ici florissante. Un appartement coûte plus d'1 million de francs. La pauvreté, on la trouve en bas, dans le ventre de la ville. Dans ces bassis, arrière-cour sans lumière, vit le petit peuple de Naples, le popolino, comme on l'appelle ici. Ici, il y a 2 semaines, une femme est morte, dévorée par les rats. Ici aussi, un enfant de moins d'1 an meurt toutes les 20 minutes. Alors à cet avocat napolitain, militant du Parti radical, on explique qu'on ne sait vraiment pas comment changer cette vie. Car tout le problème est là. Ces hommes et ces femmes sont persuadés que rien ne peut se faire ni s'obtenir sans l'intervention d'un homme politique. Un certificat de naissance, on ne le demande pas à la mairie mais au député. Celui-ci l'obtient, alors on vote pour lui. Le fatalisme napolitain est un bon terrain pour ces vieilles pratiques clientélaires. Il existe ainsi un modus vivendi qui profite à tout le monde. À cause de cela, tout est permis. Regardez bien. Nous sommes ici dans le quartier des voleurs, en plein centre de Naples. La police n'y pénètre presque jamais. 70 000 personnes vivent de la contrebande, notamment des cigarettes. L'illégalité n'étonne plus personne. Pourtant, même ici, on aimerait bien que cela change. Qu'espérez-vous de ces élections? Moi, je ne sais pas. Les partis politiques, vous savez, je n'y connais rien. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il te demande? Il veut qu'on vote pour lui? Vous voulez des cigarettes? Achetez-moi mes cigarettes, monsieur. Et l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez? L'Europe, oui, d'accord. Mais il faut que ça change aussi. Il y faudra des gens honnêtes. Même pour les voleurs, l'honnêteté politique est aujourd'hui une revendication. C'est sur ce changement de mentalité que joue le Parti radical. Les jeunes, ils ont la volonté de changer. Ils nous le disent tous. Mais il faut les y aider. Il faut leur expliquer qu'ils ne doivent plus se comporter comme des éternels assistés. Il faudrait aussi que les enfants aillent à l'école. Comment envoyer les enfants à l'école alors que la plupart travaillent pour 5 francs par jour, un salaire nécessaire à la vie de toute la famille? Comment donner des droits à ce sous-prolétariat qui vit hors la loi?
en travaillant au noir, à domicile. Alors le Parti radical pense aujourd'hui que c'est un problème qui dépasse la réalité italienne et qui finalement concerne toute l'Europe. Voilà, après cet exemple, je crois, assez probant de ce qui se passe dans une municipalité assez tiraillée, nous allons essayer de voir un petit peu quels sont les problèmes auxquels va faire face l'Italie maintenant, avec tout d'abord M. De Poi et un certain nombre de problèmes économiques. J'ai regardé les chiffres du chômage, plus d'1 600 000 chômeurs, ceux des prix à la consommation, 1,9% en janvier, 1,5% en février, 1,2% en mars, 1,8% en avril. Vous allez vers une inflation galopante. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Mais le problème du chômage, surtout celui de la jeunesse, est un problème grave. Mais on ne peut pas le résoudre seulement avec des lois qui sont assez conjoncturelles, comme celui pour le chômage de la jeunesse. Et il faut reprendre absolument une politique de productivité qui puisse élargir notre système de production, dans lequel les forces de jeunes puissent trouver normalement, directement, spontanément, une place de travail à travers l'amplification de ces systèmes. Et pour ce qui concerne, au contraire, le problème de l'inflation qui nous inquiète, et qui est le premier point que nous nous trouverons à résoudre, il faudra commencer à retrouver un contrôle sur la dépense publique qui soit plus sévère. Il faudra que le Parlement se ressaisisse de la dépense publique surtout. Il faudra éliminer toute une série d'automatismes qui sont dangereux et qui, parfois voulus par les syndicats, parfois acceptés par les patronats, ont limité d'une et de l'autre côté les possibilités de dialectique qu'ils avaient dans les systèmes. Alors je crois que ce sont des points qu'il faut aborder avec des mesures assez décidées et sans avoir peur d'être impopulaire. Car, et pourtant vous êtes au pouvoir depuis 30 ans quand même, et vous ne les avez pas prises encore ces mesures. Naturellement, ce sont des choses qu'on voit dans les autres systèmes également. Et il faut voir comment les autres forces politiques, et nous ne sommes pas la majorité absolue, vous le savez bien. Un problème, M. Panella, et celui-là vous concerne peut-être très directement, car vous êtes assez populaire dans les milieux, disons, très jeunes, c'est le problème de la violence, du terrorisme. Oui. On a vu que rien n'a été réglé, même si la campagne électorale n'a pas été très entachée. Mais écoutez, nous sommes au ministère de l'Intérieur. Je suis certain, et tout le monde est certain, que c'est dans ce ministère où agissent certainement des tenants du terrorisme et du pire des terrorismes. Dans le ministère de la Justice aussi, dans nos services secrets aussi, c'est prouvé. C'est-à-dire, vous voulez dire que la répression entraîne le terrorisme ? Je veux dire qu'ici, il y a certainement des chefs de terrorisme en Italie. Mais une grave accusation. Elle est courante et tout le monde reconnaît que c'est tout simplement la vérité. Il y a des procès que l'on ne fait pas depuis 8 ans ou 9 ans, où des généraux les plus prestigieux de notre État ont été même arrêtés. On ne fait pas depuis 8 ans ce procès. Et le Parti communiste, le Parti fasciste, la démocratie chrétienne et les socialistes sont tous d'accord pour que les gens oublient que ce procès n'est pas fait. Pourquoi ? J'arrête provisoirement ce débat car je voudrais qu'on aborde maintenant un troisième problème que l'on va voir dans un sujet qu'a réalisé pour nous Bernard Benjamin, un sujet sur la condition des femmes en Italie et un sujet qui débouche très rapidement, vous allez le voir, sur le problème de l'avortement. Les femmes ont beaucoup changé comme sentiment de soi-même, le sentiment vers la famille par exemple, l'idée de l'autorité du mari, du père a été complètement mise en discussion. Mais seulement beaucoup de ces sentiments d'indépendance ne peuvent pas être mis en pratique à cause de la difficulté, par exemple, de trouver du travail. Alors les femmes ne trouvent pas de travail. Il y a du chômage aussi pour les hommes, mais pour les femmes c'est encore pire. Et si on trouve du travail, c'est du travail très mal payé, très mortifiant, très difficile. Alors très souvent, les femmes, encore aujourd'hui, n'ont pas d'alternative que le mariage. C'est-à-dire encore aujourd'hui, une femme, pour sortir de la famille d'origine, de la famille du père, de la mère, doit se marier. Parce qu'elle ne peut pas être indépendante, même si elle a un travail. Alors vous voyez, il y a cette contradiction entre l'indépendance, disons, de culture, de conscience, et l'indépendance économique. Et c'est vrai que la femme italienne est prise dans les contradictions du système et de la société de son pays. L'exemple le plus significatif concerne sans aucun doute l'avortement. Il est légal en Italie,
La loi est même plus libérale qu'en France. Le problème, c'est que 75% des médecins refusent de le pratiquer par conviction religieuse. Mais d'abord, qu'en pensent les principales intéressées, les Italiennes? L'avortement n'est pas une chose juste, c'est pour les pauvres filles. Pour moi, c'est juste. Et pour moi aussi. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Peut-être pour les jeunes, c'est bien. Moi, je suis pour, parce que les gens ne savent pas encore comment ne pas faire d'enfants. Tant que les gens n'auront pas pris conscience de ça, il faudra avorter. Comment fait-on sinon? On ne va pas avoir 14 ou 15 enfants. Je suis favorable parce que je suis pour la possibilité de choisir. Celles qui veulent, le font. Celles qui ne veulent pas, ne le font pas. C'est clair, non? C'est comme pour le divorce. Je suis contre. Pourquoi? Parce que je suis contre. Derrière l'un de ces masques de tragédienne, il y a Moira. Elle a 21 ans. Demain, elle a décidé d'aller à l'hôpital San Giacomo à Rome pour se faire avorter. Elle travaille dans un théâtre très particulier, un théâtre de femmes. Ici, les pièces sont écrites, jouées et mises en scène par des femmes. Ici, le machiniste est une femme. Autant dire que c'est l'avant-garde romaine qui se retrouve dans ce théâtre de la Magdalena, mais c'est précisément parce que Moira est une féministe convaincue qu'elle a tenu à ce que nous l'accompagnions à l'hôpital. Le lendemain matin, Moira est bien entrée à l'hôpital. Quant à nous, il est des situations où la caméra est indésirable. Ici, vous êtes en Italie, m'a même dit l'une de ces femmes qui allait se faire avorter avant de nous prier fermement de sortir. Que s'est-il passé? Il se passe que je suis venue pour une interruption de grossesse, mais il n'y a plus de place. Ils en font seulement 4 tous les 3 jours. 4 personnes. Et les personnes sont déjà là depuis la nuit dernière, à 2 heures du matin. Alors s'ils prennent 12 personnes par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, ça veut dire que je dois revenir ici, vendredi soir, passer toute la nuit ici et la matinée du samedi pour avoir une petite chance. J'ai parlé avec l'une des femmes à l'intérieur et elle m'a dit qu'elle était là depuis hier après-midi. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà, en un petit quart d'heure, nous avons essayé d'être le plus complet possible sur un pays voisin et ami, en l'occurrence l'Italie. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les Italiens aujourd'hui, que vous avez peut-être compris à travers le tempérament très latin des différents intervenants qui ont participé à cette émission, quels pouvaient être donc les problèmes qu'elle rencontrait et peut-être qu'elle amplifiait. Voilà, nous quittons maintenant donc les jardins du ministère de l'Intérieur. Nous regagnons Paris. C'est d'ailleurs de Paris que j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. À demain.